Alors maintenant, nous allons parler de l'islamisation. L'islamisation, en réalité, c'est l'arrivée des règles, des pratiques de la charia dans votre société. Que votre société soit musulmane ou pas, ça n'a pas d'importance. C'est l'arrivée progressive des règles de la charia dans une société. C'est ça l'islamisation. C'est que vous êtes en train, de manière progressive, d'être transformé en société islamique. Et une société islamique, c'est une société qui fonctionne selon les règles de la charia. Du fait de leurs croyances, certains musulmans désirent une vie et une société basée sur les prescriptions de la charia. Du fait de leurs actes, croyances, actes, intention. Du fait de leurs actes, certaines organisations ou individus agissent en propagateurs de la charia. Ces gens, en faisant une propagation de la charia dans nos sociétés, procèdent à une agression contre nos sociétés. Leurs raisons sont diverses. Soit parce qu'ils considèrent que c'est la volonté d'Allah, parce qu'ils veulent éviter d'aller en enfer. S'ils ne le font pas, ils ne font pas leur boulot de musulmans, ils vont en enfer. Parce que c'est leur devoir. C'est effectivement écrit dans leur petit bouquin. Parce que c'est leur droit. Et là, c'est là qu'il faut se poser des questions, mais un droit, d'où vient ce droit? Eh bien, c'est un droit qui est donné par la charia aux musulmans. En effet, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable et vous interdisez le blâme. C'est un verset coranique, donc de première importance au niveau de la loi islamique. Et c'est donc une... Vous remarquez, il y a l'impératif. Vous ordonnez. Vous faites ça. C'est Dieu qui dit, c'est Allah qui dit aux musulmans, vous faites ça. C'est un commandement. Ils n'ont pas le choix. En vérité, ils n'ont pas la possibilité de rester dans leur siège et de se dire, ok, les mécréants, ils font ce qu'ils veulent. Non. Le musulman, la communauté musulmane, doctrinalement parlant, a le devoir d'ordonner le bien et d'interdire le mal. C'est un devoir communautaire, et c'est pour ça que c'est devenu un devoir communautaire dans les règles de la charia. Vous avez enfin les auxiliaires de l'islamisation. Alors ça, c'est très important parce que souvent on les oublie. Ceux qui rendent possible ou facilitent le travail des propagateurs de charia. Les traîtres. Ils ne sont pas musulmans, mais facilitent délibérément l'introduction des règles de la charia dans un pays. Alors il faut savoir que, par exemple, ce que font les musulmans chez nous, amener les règles de la charia, c'est leur devoir, c'est leur travail. On ne peut pas leur en vouloir, quelque part, c'est leur job. Mais par contre, il y a des gens de chez nous qui rendent ce travail possible, qui permettent cette islamisation, qui l'accompagnent, qui la financent, qui lui permettent de rentrer dans le droit positif. Quand Christine Lagarde, ministre de l'économie sous Sarkozy, modifie en plein été le droit fiscal pour faire entrer la finance islamique, et après se vante sur Internet en disant « Bienvenue aux produits de la finance islamique qui respectent les règles de la charia », elle n'est pas musulmane. Quand Bruno Le Maire, oui, le Bruno Le Maire de l'actualité, à l'époque où il est ministre de l'Agriculture, interdit à Nicolas Dhuicq de faire une enquête sur la filière halal, en disant « tu cesses immédiatement ton enquête ». Quand il interdit l'étiquetage des viandes halal qui sont vendues dans le commerce sans que vous sachiez, sans étiquetage halal, ce qui fait que vous mangez du halal, dans lequel il y a une taxe, en plus c'est une viande qui, bon, on en parlera tout à l'heure du halal si on a le temps, Bruno Le Maire dit « on ne va pas, je refuse l'étiquetage de la viande halal, parce que sinon, si c'était étiqueté, les gens qui ne veulent pas manger halal n'achèteraient pas ces produits, et ça ferait monter le prix de la viande halal, et ça mettrait la filière halal en danger. » Il n'est pas musulman, Bruno Le Maire. Quand un élu de chez vous autorise une mosquée ou un centre culturel qui n'a qu'une seule fonction, c'est-à-dire de répandre la charia, il faut savoir que la seule et unique fonction d'une mosquée, c'est pas une église. Une mosquée, c'est pas une église musulmane. Une mosquée, c'est un centre de diffusion de la charia. C'est son seul et unique, c'est sa seule et unique fonction. Faire connaître Delanoë, Sarkozy, Juppé, etc. Tous les gens qui aujourd'hui permettent aux frères musulmans de travailler chez nous alors qu'on sait qu'ils financent le terrorisme. Qui sont ces gens-là? Des musulmans? Non. Des gens bien de chez nous. Ces gens-là sont des auxiliaires de l'islamisation. Ils travaillent avec des gens qui cherchent à détruire les institutions de la République française, qui cherchent à détruire les droits et libertés des citoyens français. Parce que la charia détruit les institutions démocratiques, détruit les droits et libertés des citoyens français. Ces gens-là collaborent avec l'ennemi. Et c'est pour ça que j'utilise le mot du traître, parce que c'est comme dans les films. Vous avez les films à l'époque du Moyen-Âge, où vous avez le gars qui dans la cour, pendant la nuit, s'approche du pont-levis et qui tout d'un coup fait tomber le truc pour que le pont-levis tombe et que les portes s'ouvrent.
et qui fasse entraîner l'ennemi, C'est ça un traître. Et c'est ça que font les gens aujourd'hui, chez nous. C'est ça que font les gens qui permettent aux propagateurs de charia de travailler librement, protégés par la loi, voire qui les financent. Et vous avez les idiots utiles de la charia. Les idiots utiles de la charia, alors attendez bien la définition. Ils sont ou ne sont pas musulmans et contribuent par ignorance à l'introduction et la pratique des règles de la charia dans leur pays. Alors Juppé, Carrefour qui distribue du produit halal, tous vos distributeurs qui distribuent des produits halal, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas musulmans. Mais pourtant, par stupidité, par avidité, par gain, par ignorance, ils favorisent une pratique de la charia. Etc. Le maire qui donne l'autorisation de faire un abattage, de faire un abattoir provisoire pour le ramadan, il est en train de favoriser les pratiques de la charia. Les juges qui disent « Oh, mais non, cette petite jeune fille, elle a le droit de porter son voile, patati patata. » Idiot utile. Et même vous, et même moi probablement d'ailleurs, quand vous achetez de la viande et que vous vous assurez que ce n'est pas de la viande halal, peut-être que vous achetez de la viande halal et vous avez payé une dîme à une organisation islamique. Idiot utile. Quand vous allez dans un kebab, idiot utile. Etc., etc., etc. Les gens, parfois, ignorent, ne savent pas. Et par ignorance, donc c'est ça que ça s'appelle un idiot utile, hein. C'est quelqu'un qui, par ignorance, favorise quelque chose que finalement, s'il savait, il ne le ferait pas. Alors, la subversion selon les frères musulmans. Alors ça va recouvrir un petit peu ce que j'ai fait ce matin, donc on va peut-être glisser sur certains tableaux. Donc, ah oui, notre ami Saïd Qutb, donc je rappelle, l'islam est venu pour abolir tous les concepts tels que les lois, coutumes et traditions, et pour les remplacer avec de nouveaux concepts de vie humaine, pour créer un monde nouveau fondé sur la soumission au Créateur, c'est-à-dire sur la charia. C'est beau, hein, c'est beau comme de l'islam. Hein. Voilà, ça on l'a fait ce matin. La méthode Qutb, donc on l'a vu ce matin, prosélytisme, conversion, enseignement, changement d'attitude, ségrégation, sédition, rébellion, attaque, prise de pouvoir, destruction de l'ordre existant, instauration d'un nouvel ordre basé sur la charia. Et ça, c'est un processus qui s'appelle l'islamisation. Et ce processus a une particularité, c'est que sa première partie, donc de subversion, elle est parfaitement légale. Aujourd'hui, dans notre pays, vous avez le droit de faire du prosélytisme, vous avez le droit de convertir les gens, vous avez le droit de faire l'enseignement islamique, vous avez le droit de changer d'attitude, et vous avez le droit de vous isoler des pratiques de la communauté, des pratiques sociales de la communauté française. Sauf que le problème, c'est que ça mène à une autre partie, qui, elle, est une révolution. C'est-à-dire que notre acceptation sociétale de la première partie nous condamne à subir la deuxième. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens se disent « Mais mon Dieu, comment en est-on arrivé là? Charlie Hebdo, les attentats, les terroristes ?» Eh bien, attendez, ils ont été forgés, ils ont été éduqués, ils ont reçu un enseignement de manière parfaitement légale. Dans une école musulmane, on ne vous incite pas à tuer les gens, pas du tout. On vous dit simplement qu'il faut faire comme le prophète. Donc le gars se dit, bah voyons voir, qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Ah bah tiens, il a tué machin, il a attaqué chose, il a assassiné les gens qui se moquaient de lui, il a réduit en esclavage les koufars, il a détruit leur société, il a mis en place un ordre islamique. Ah bon, voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas un délit de dire qu'il faut faire comme Mahomet. C'est pas violent, c'est de l'enseignement, je fais juste une école. C'est de la subversion. Notre société a besoin de régler le curseur de l'acceptabilité de manière beaucoup plus sensible. Aujourd'hui, on laisse passer des choses qui sont inacceptables parce qu'elles nous amènent à la révolution. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens, avec leur changement d'attitude, leur ségrégation, etc., se mettent à avoir des attitudes de rébellion, d'attaque, etc. C'est exactement ça. Aujourd'hui, en France, nous sommes devenus créateurs et exportateurs de djihadistes. Comment en est-on arrivé là? En tolérant la première partie. Tout ce qui aujourd'hui est légal. Alors on peut appeler ça différemment. Hein. On peut appeler ça le terreau et les graines et la récolte. Mais c'est pareil. Si on tolère la première partie, on aura la deuxième. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. Le processus d'islamisation. Alors comment reconnaît-on un processus d'islamisation? Puisque l'islamisation, c'est un processus. D'ailleurs, retournez-vous dans l'histoire de la France, sur les 40 dernières années, et regardez un peu comment le paysage a changé. Combien de mosquées il y a 40 ans? Combien de voiles dans la rue? Combien de commerces halal? Combien de terroristes qui partaient pour les guerres à droite à gauche? Etc. 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 Combien? Et combien aujourd'hui? Et dites-vous que la situation aujourd'hui, nous en sommes à un point donné, mais c'est un processus.
Alors, ce processus, je vous ai fait un petit dessin. C'est plus facile d'expliquer les choses avec des petits dessins. Donc ça, c'est la société avec l'échelle du temps qui passe en dessous. Ce processus commence à l'arrivée du premier musulman chez vous. Et on en est à 0%, voilà, hein, 0% d'islamisation dans la société. Et puis ce processus continue. Il fait son petit travail, les organisations se créent, etc. Et la pratique, différentes pratiques de la charia, arrivent. Alors au début, c'est simplement un petit peu de prière de temps en temps, et puis après on nous explique que, allez, si on pouvait organiser le ramadan, ça serait quand même sympa, et puis etc. Et puis après, c'est l'arrivée des barquettes halal dans votre supermarché. Mais l'arrivée des barquettes halal dans votre supermarché, c'est l'arrivée de la charia dans votre supermarché. Il faut vous rendre compte de ça. C'est de la charia qui est en train d'arriver chez vous. C'est pas juste un produit alimentaire dont on nous explique qu'il est plein d'avenir parce que ça augmente des parts de marché. D'abord, c'est de la foutaise parce qu'avant d'acheter du halal, ils achetaient autre chose. Donc ils font simplement que transférer leur achat dans un achat qui, de leur point de vue, finance après l'islamisation. Donc vous avez l'augmentation de la quantité de charia dans la pratique sociétale qui augmente progressivement, jusqu'au point final, si ce processus n'est pas arrêté, ce point final arrive à l'intégration de votre pays dans un califat. C'est le but ultime de l'islamisation, la fin du processus. Ça commence au début, il n'y en a presque pas, il n'y a presque rien, et ça se finit, votre pays est intégré au califat. Et donc, comment reconnaître ce processus? Est-ce un fantasme? Eh bien, c'est pas super compliqué. Quand un processus d'islamisation, c'est quand vous voyez certaines choses apparaître. Des mosquées, le ramadan, la circoncision, le halal, le port de la barbe islamique, le port du hijab, l'Aïd el-Kébir, les salutations islamiques, salam alaikum, la ségrégation sexuelle, la finance islamique dans votre banque, l'interdiction de critiquer Mahomet, attention ça se fait plus, la disparition de l'alcool dans certains commerces, les crimes d'honneur, les mariages de mineurs, les restrictions matrimoniales. Ah non, ma fille ne peut pas vous fréquenter, mon brave homme, vous n'êtes pas musulman. Interdiction de critiquer l'islam, attention vous êtes un méchant xénophobe. Les contestations des usages et des traditions. Ah non, Noël, c'est une fête de koufar. Les persécutions des apostats. La disparition du porc dans les magasins. Tiens, c'est bizarre, il y avait un rayon porc, il n'y en a plus. La ségrégation sociale. L'homophobie. Les mariages forcés. Les mutilations génitales féminines. Etc. 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 Alors, il faut savoir que, aujourd'hui, dans le système légal, seuls certains de ces points, les crimes d'honneur, mutilation génitale, etc., sont des délits. Tous les autres, a priori, aujourd'hui, c'est pas un délit de porter une barbe islamique. C'est pas un délit de construire une mosquée. C'est pas un délit de fêter le ramadan. Mais tout ça, eh bien, c'est de la charia. Tout ça, c'est de la charia. Les points illégaux aujourd'hui, ou les autres, qu'ils soient illégaux ou pas, c'est la même chose. Ça fait partie d'un ensemble. Rappelez-vous le bloc. C'est de la charia. Quand vous voyez ça apparaître dans la société, vous êtes dans un processus d'islamisation de votre société. Ce sont les marqueurs, les symptômes. Alors c'est pas terminé. Vous croyez en avoir terminé avec moi, mais non. Mais non. Alors un choix sociétal. On est aujourd'hui devant un choix sociétal très important. Encore une fois, j'aime bien les petits dessins, vous me pardonnerez. Nous sommes ici au point A, aujourd'hui, dans un système qui se dit démocratique. Alors bon, avec les guillemets. Hein. Oui. Depuis l'arrivée du processus d'islamisation, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais certains des points que j'ai évoqués tout à l'heure sont arrivés dans notre société déjà. Donc depuis l'arrivée d'un processus d'islamisation dans votre société, il y a un deuxième point qui se met à exister. Celui-ci, c'est la charia. Eh bien oui, quand vous arrivez dans un processus, vous êtes dans un processus qui vous amène à la charia. Donc la question à se poser, c'est veut-on vraiment descendre ici? Et aujourd'hui, on remarque une chose, c'est que nous sommes en train, progressivement, de descendre un escalier qui nous amène à un endroit un peu étrange. Et c'est là où il faut se poser une question. Je disais choix sociétal, il faut se poser une question, c'est acceptons-nous l'arrivée de la charia dans notre société? Enfin, c'est quand même la question un petit peu évidente. On est en train de vous faire arriver comme ça une espèce de camion remorque qui va tout casser chez vous. Et il ne faudrait pas se poser la question suivante, accepte-t-on, oui ou non, l'arrivée de la charia dans notre société? Mais si on ne se pose pas ce genre de questions, mais on n'a pas de cerveau. On est vraiment... Ou alors ça veut dire qu'on suit la Coupe du Monde, mais que ça, quoi. Donc, la question à se poser, c'est charia ou pas? Est-ce que j'accepte ça? Donc, évidemment, la réponse, enfin, je ne sais pas, de mon point de vue, poser la question, c'est y répondre, hein, c'est non.
Et si on n'est pas d'accord avec ça, si on ne veut pas descendre la cave là, tout en bas, dans un endroit très sombre, dans lequel il y a de la dilapidation, etc., eh ben, il faut dire non. Et pour dire non, non seulement c'est ça, mais après, il faut dire, on va désislamiser. Il faut remonter cet escalier, revenir sur les mauvaises décisions qui ont été prises, éliminer progressivement tous les éléments de charia qui ont été introduits dans notre société. Ouais, bravo. Et revenir à un point où nous sommes ce que nous sommes, c'est-à-dire des gens capables de décider chez nous ce qui se fait, sans référence à la volonté d'un dieu bédouin, et se dire, n'est-il pas préférable de préserver notre société, nos cultures et nos libertés, et de laisser la charia à l'antiquité tardive? Eh bien si, c'est ce qu'il convient de faire, mes amis. Et donc, non à la charia, c'est plutôt que non à l'islam. Parce que l'islam, objectivement, faites un petit exercice, hein, vous tendez la main comme ça, et vous essayez de poser l'islam dessus. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que c'est l'islam? Allez-y, sous-pesez, qu'est-ce que c'est? C'est complètement impalpable. Vous n'êtes pas capable de donner une définition de l'islam, je ne suis pas incapable, personne n'est capable de donner. Même les musulmans sont en train de se battre entre eux pour donner une définition de l'islam. On ne sait pas ce que c'est l'islam, j'en sais rien, et à vrai dire, on s'en fout. Ça n'a pas d'importance, ça n'a aucune importance. La vraie importance, c'est est-ce que des gens vont pouvoir introduire des règles de fonctionnement social, des règles légales qui sont la charia dans ma société? Ça, c'est une vraie question, parce que ces règles, vous pouvez les toucher, elles sont écrites dans des papiers, vous pouvez les reconnaître. Ces règles sont importantes, elles sont identifiables. Et quand quelqu'un introduit ça chez vous, vous pouvez lui dire « ça, je veux pas ». Alors que l'islam, j'en veux pas, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous ne pouvez rien faire contre ses convictions, par contre, contre ses actes, vous pouvez agir. Rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure. Par leur croyance, certains musulmans veulent appliquer la charia. Mais ce sont leurs croyances, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas les touiller dans leur cerveau pour sortir la charia. Ce n'est pas dans votre capacité, et en plus, ce n'est pas le genre de choses qu'on fait, nous, en Occident. Par contre, les actes sont punissables. Il n'y a que les actes punissables, pas les croyances. Et donc, dire non à la charia, c'est super sympa, mais après, il faut tirer les conséquences de ça. Et tirer les conséquences de ça, c'est agir. Et donc, agir, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, parce que je sens que je suis en train d'exploser le compteur. Oui, mais comment? Ça, c'est la question qu'on se pose. Ah, vous êtes bien sympa avec votre charia, etc. On a bien compris, c'est un truc pas cool. Mais qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, oui, il est possible d'agir. Il est tout à fait possible d'agir. Alors, comment? Exemple d'action. Empêcher les constructions de mosquées. Ça, c'est le genre de choses que je fais. Mais d'autres personnes le font ici, notamment dans la salle. On a des gens avec qui on travaille. Empêcher les constructions de mosquées, c'est extrêmement important. Pourquoi? Et je le rappelle, je disais tout à l'heure, une mosquée, c'est un bâtiment dont la seule mission est de diffuser la charia chez vous. C'est un centre de diffusion de la charia. Si on n'empêche pas ça, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, agiter les bras face au vent, ça ne sert à rien. Le début du combat commence par empêcher les constructions de mosquées. C'est super important. Les écoles islamiques, c'est la même chose, parce qu'en général, après la mosquée, vous avez l'école islamique. C'est la même chose, simplement, c'est la version enfant de la mosquée. C'est-à-dire que vous imprimez, dès que les enfants arrivent dans un cycle éducatif, vous commencez à en incruster la charia dans la tête. Lutter contre la diffusion du halal. Alors, tiens, est-ce que tu peux distribuer ça? Il y a une organisation extraordinaire qui marche très très bien, qui est dirigée par le docteur de Peretti, qui est aujourd'hui le meilleur expert mondial, enfin, je dirais quasiment mondial, en tout cas européen, sur le domaine de la charia, et qui est un activiste qui est extrêmement efficace et qu'il ne faut pas hésiter à aider. Si la cause animale vous intéresse, contactez le docteur de Peretti de ma part, il n'y aura aucun problème. Il a besoin de délégations un petit peu partout en France. Il fait des actions juridiques contre les abattoirs, il lutte de manière très efficace, il informe les gens, il fait un énorme travail contre le halal. Le halal, il faut savoir que le halal, c'est ce qui finance la tumeur islamique dans nos sociétés. Avec le halal, on dégage énormément d'argent, cet argent est réinvesti dans l'effort d'islamisation. Il faut couper, comme une tumeur cancéreuse, on coupe les vaisseaux sanguins qui viennent l'alimenter. Il faut couper les finances au halal, il faut couper les finances à l'islamisation, il faut supprimer le halal. Information additionnelle, quand vous mangez du halal, vous risquez quand même de mourir, l'air de rien, il y a des gens qui meurent chaque année à cause du halal. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais le halal est quelque chose d'extrêmement nocif. Begovic, le grand imam de Croatie, du côté de la Bosnie plutôt, en Bosnie a dit « Nous conquérons l'Ouest, nous conquérons l'Occident avec le halal ». Le halal est un auxiliaire d'islamisation, de même que la finance islamique. Il faut s'informer, ce que vous faites aujourd'hui, s'informer et devenir leader d'opinion. Parce que quand vous vous informez, vous savez de quoi vous parlez, et vous allez pouvoir, dans les discussions autour de vous, convaincre les gens.
Il y a plein de gens qui ne savent pas ce qui se passe, qui sont persuadés que tout se passe bien et que le seul événement important dans leur vie, en ce moment, c'est le mondial de foot. Non, c'est pas le cas. Devenez des leaders d'opinion, contrebalancez, nous n'avons pas la presse avec nous. La presse fait de la désinformation systématique. Regardez, Le Point participe à la désinformation. Le Point, idiot utile, il permet un discours faux de désinformation concernant l'islam d'être diffusé de manière nationale. Et du coup, ça crédibilise la désinformation qui est faite par les acteurs islamiques de l'islamisation, c'est-à-dire continuez à dormir, petits occidentaux, continuez à dormir pendant ce temps-là. On gratte, et on est en train de creuser l'intérieur de l'homme. Mais bien sûr. Et donc, nous n'avons pas le choix. Agir, c'est aussi devenir un leader d'opinion. Il faut contrebattre la propagande de l'adversaire et détruire les versions de l'ennemi, mais pour ça, il faut s'informer, pour pouvoir être capable d'argumenter correctement. Et donc, les journées comme aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous incite vivement à faire venir vos amis, faire venir les gens qui sont un petit peu sensibilisés, qu'ils viennent se former, qu'ils viennent acquérir des informations comme celles qui sont délivrées aujourd'hui. Je suis sûr qu'aujourd'hui, vous avez quand même appris des choses, il me semble. Eh bien, ces choses, vous avez le devoir de vous en servir, de devenir des leaders d'opinion et de changer l'opinion des gens pour que les gens considèrent que maintenant se pose la question de l'islamisation. Aujourd'hui, on ne se pose pas la question est-ce que j'accepte l'arrivée de la charia? Qui parmi vous s'est posé cette question avant hier, avant aujourd'hui? Et qui parmi vos amis se pose cette question de manière constante en disant mais est-ce que j'accepte l'arrivée de la charia? Pas grand monde. Alors évidemment, vous faites partie d'une élite de gens sensibilisés, mais on est encore très rare en France, pas du tout assez nombreux. Donc, venir s'informer pour devenir des leaders d'opinion. Faire du lobbying politique. Si vous êtes rentrez dans les partis politiques, faites de l'agitation dans les partis différents et variés en disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que tu racontes, etc. Posez la problématique islamique en disant enfin quoi, quand même la construction des mosquées pose un problème, on doit avoir un débat politique sur ce sujet, etc. Faites du lobbying politique. Devenir un consommateur militant. Un consommateur militant, c'est dire avec ma carte bleue, je vote. Parce que quand je donne de l'argent à une structure, cette structure l'utilise pour faire quelque chose. Arrêtez de donner l'argent aux islamistes. Arrêtez d'acheter du halal, informez-vous, il y a des moyens de savoir si ce que vous achetez est halal ou pas, etc. Il y a des marques, les cornflakes, Kellogg's, ont une certification halal. Terminé. Le ketchup Heinz a une certification halal. Terminé. Et faites-leur savoir. Faites remonter dans les magasins. Quand il y a un rayon halal qui s'ouvre dans votre magasin, vous allez voir le responsable du magasin et vous lui dites qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous savez que c'est un produit qui peut tuer les gens? Vous pouvez tuer des enfants en faisant ça? Faites-leur savoir, faites remonter, parce que les musulmans, ils font ça, ils disent « Oh quoi, il n'y a pas de halal, parce que s'il y en avait, j'en achèterais, je viendrais chez vous. » Et bien faites-le exactement l'inverse. Allez voir votre boucher. Vous dites « Est-ce que la viande que vous vendez vient d'un abattoir halal ?» Parce qu'il y a une traçabilité de la viande. Et dites « Parce que si vous achetez de la viande halal, moi je suis désolé, je peux plus être consommateur, et je dirai à tous mes amis d'arrêter de venir acheter chez vous. » Faites-moi confiance. Alors le docteur de Peretti est en train en même temps de développer un label de qualité non halal, c'est-à-dire que les bouchers s'engagent à ne pas distribuer des produits halal. Et donc par contre, faites connaître les adresses de ces bouchers-là en disant si vous faites un deal avec le docteur de Peretti et vous devenez un boucher participant à l'opération qualité et tradition, ça s'appelle je crois, qualité et tradition, eh bien je ferai savoir chez mes clients, chez mes amis, et on viendra acheter chez vous. Consommez militant. C'est très important. Vous votez votre carte bleue tous les jours. Faites en sorte que ça serve à quelque chose. Devenir un donateur régulier. Bah oui. Tous les musulmans, le vendredi, ils vont à la mosquée et ils mettent des sous dans la petite boîte. Et ça sert à faire des actions. En face, on a des organisations qui réagissent, qui se battent, mais elles ont un manque cruel de moyens, parce que, tout simplement, il n'y a personne qui les aide. Alors, je veux dire, l'argent, on n'imprime pas. À un moment donné, si vous voulez sauver votre pays, il faut faire un minimum d'efforts. Et je vais peut-être être un peu cruel là, mais quand même, globalement, il faut quand même vous rendre compte que la majorité d'entre vous, en sortant de cette salle, ne fera rien. Faites autre chose que rien. Et parfois, c'est simplement un don. Un petit don, ça nous aide. Nous, quand on attaque le projet de l'Institut des cultures d'islam, on a gagné. Bravo, oui. Mais là, la mairie de Paris nous met au Conseil d'État. 10 000 euros. 10 000 euros pour aller au Conseil d'État. Alors on aurait pu s'écraser parce qu'on n'avait pas les moyens. Mais on n'a pas les moyens de s'écraser, parce que là, le Conseil d'État pour l'Institut des cultures d'islam, c'est un projet extrêmement important, qui génère la capacité pour les villes françaises de financer les projets islamiques quasiment à millions. C'est une violation totale de la loi 1905 qui empêche le financement des mosquées, et c'est extrêmement important. Donc on a dit, malgré le fait qu'on ne puisse pas perdre, objectivement, financièrement, aujourd'hui, on n'a pas 10 000 euros, on n'a pas les 10 000 euros mais on y allait quand même. On y allait quand même. Parce qu'il faut le faire. Mais
On ne pourra pas faire ce genre de choses tout seul, c'est pas possible. Et donc, les musulmans, ils ont des djihadistes, ils ont des organisations djihadistes qui leur permettent de combattre, et derrière, il y a des millions de fidèles qui mettent un petit peu d'argent chaque mois, chaque semaine, pour aider la cause. Si nous voulons, on ne peut pas penser toujours que ce sont les autres qui vont faire le travail de nous sauver. Aujourd'hui, d'habitude, ce sont nos gouvernements qui sont censés nous sauver et s'occuper de nos intérêts. Aujourd'hui, les gens qui nous gouvernent font partie du problème. On doit se prendre en charge nous-mêmes. On n'aura pas de subventions, on n'aura pas la presse, on n'aura pas les grandes institutions qui nous filent de l'argent. Il faut se sortir nous-mêmes du pétrin. Et ça nécessite de faire un effort. Alors, on ne vous demande pas tous d'aller au front. On serait très contents que vous y alliez tous, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il y en a quelques-uns qui vont sur le front, il y en a quelques-uns qui vont se faire casser la figure, mais ces gens-là, ils ont des risques, ils ont des frais, mais ils ne peuvent pas tout assumer, c'est pas possible. Vous devez faire votre devoir. Et donc, un exemple d'action, c'est aussi devenir un donateur pour les gens qui font des actions. Il y en a différents, moi j'en suis, mais il y en a d'autres. Aidez-les à fonctionner. Quand on fait un procès pour faire sauter une mosquée, eh ben on est obligé de payer un avocat. Ça coûte cher, les avocats, c'est pas gratuit. Et quand on perd une affaire, eh ben on est obligé en plus de payer la partie adverse. Voilà. En face, on a des associations dites antiracistes qui sont subventionnées à centaines de milliers, voire à millions d'euros, et qui n'en ont rien à faire de perdre des procès, parce qu'ils s'en foutent, parce qu'ils savent que les subventions vont continuer à tomber. C'est pas notre cas. On doit être soutenu par les gens qui veulent sauver leur pays. C'est drôlement important, c'est excessivement important. Donc, un exemple d'action, c'est aussi devenir un donateur. Et un donateur régulier, parce que one shot, du type, vous avez donné 10 euros, les gars, allez, bon travail. C'est sympa, c'est de claquer 10 euros. Dans le temps, il faut un effort constant. L'islamisation, c'est un effort qui a été entamé il y a 40 ans. Ça ne va pas disparaître en une semaine. Il va y avoir des années de travail. Peut-être que toute notre vie y passera. Et c'est un combat qu'on ne peut pas éviter. On est obligé de le faire. Devenez donateur régulier, aidez, devenez acteur de la désislamisation de votre pays. C'est très important. C'est pas...